Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Vous rêviez de quoi quand vous étiez petit, quand vous pensiez à votre avenir ? Vous vous projetiez comment quand vous jouiez à inventer votre vie future ? Qu'est-ce qu'il se passe quand votre vie se déroule telle que vous l'aviez imaginée ou telle qu'on l'a imaginée pour vous ? Que vous vous êtes marié avec un homme si vous êtes une femme, avec une femme si vous êtes un homme ? Que vos enfants sont nés, que vous avez construit votre maison, vos relations sociales, votre famille, votre vie professionnelle autour de ce schéma ? Qu'est-ce qu'il se passe surtout quand la vie décide de vous corser un peu les choses en mettant sur votre chemin votre âme sœur et que cette âme sœur est du même sexe que vous ? Est-ce que, comme Marie, vous auriez eu la force, le courage, la volonté de tout envoyer balader ? Est-ce que, comme Marie, vous auriez réussi à déconstruire tous ces schémas dans lesquels vous aviez grandi et ou évolué ? Est-ce que, comme Solène, vous auriez eu ce petit grain de folie qui vous fait commencer une relation avec une femme dont la vie était déjà bien engagée ? L'amour est universel, il est indépendant du genre, c'est clair, et ça Marie l'a appris, l'a acquis et le diffuse maintenant au sein du collectif Famille, dont elles sont les fondatrices. Je trouve Marie et Solène admirables par leur force, leur foi en leur couple et en leur famille, leur conviction malgré les doutes et les difficultés, le cheminement qu'elles ont mené pour elles, mais aussi et surtout pour les autres, enfants, amis, ex-conjoints, relations pro. Elles ont dû se réinventer, se reconstruire tout en construisant leur histoire à elles. Je ne souhaite qu'une chose, qu'elle devienne l'exemple que vous suivrez si vous êtes un jour confronté à cette rencontre qui bouleverse une vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Sens. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible aujourd'hui pour cet enregistrement. C'est avec plaisir. Je vais expliquer en fait à nos auditeurs comment on s'est rencontrés. Donc en fait, toi tu es, on va dire, la créatrice, en tout cas l'instigatrice du collectif Famille. Et c'est via ce collectif, en tout cas dans cette idée-là, que tu m'as abordé pour qu'on puisse se regrouper, en tout cas toutes les personnes qui donnent de la visibilité à nos familles, pour qu'on puisse se regrouper et justement avoir une force de frappe un peu plus importante. C'est ainsi que je t'ai rencontrée, que j'ai découvert aussi ton histoire. Et c'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta famille, m'expliquer ton parcours, s'il te plaît ? Oui, alors ma famille, je dirais que moi j'ai un parcours pour le coup complètement classique, c'est-à-dire qu'à 23 ans, je me suis mariée, donc très vite, avec un homme. On a eu 2 enfants assez rapprochés, et puis un troisième en 2015. Et en 2016, dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai été amenée à rencontrer une femme qui est devenue mon amoureuse. Ça a complètement chamboulé ma vie. J'avais déjà dans mon parcours personnel, avec les enfants, rencontré surtout avec mon fils aîné, on avait eu des soucis de santé importants, qui avaient déjà fait un peu un point de bascule dans ma vie professionnelle et personnelle. Quelques années après, c'est ce nouveau point-là qui a créé pour le coup une bascule assez radicale. Ça a amené chez moi beaucoup de questionnements, beaucoup de déconstruction, et puis une certaine confiance aussi dans la vie pour oser faire les choix que j'ai faits. Enfin, si on peut dire que c'est un choix d'ailleurs, parce que quelque part ça devient une évidence, et ce qu'on choisit vraiment, je crois pas. Non, tout à fait. Mais voilà, donc cette rencontre a complètement fait basculer ma vie, et ça a nécessité que je comprenne déjà moi ce que ça engageait chez moi, que je vois que je n'ai pas tellement de points que j'avais atteint un point de non-retour et que je pouvais pas passer à côté de cette rencontre et de cette histoire. Oui. C'est vrai que souvent, dans la vie, les gros écueils sont la source de grands changements dans nos vies. En tout cas, sont vraiment la source de bifurcation. C'est de ce que je retiens de ton histoire, ça a l'air d'être vraiment le cas. Donc, si je résume, en fait, donc tu t'es mariée à 23 ans avec un homme avec qui tu as eu donc 3 enfants. Tu peux me citer leurs prénoms ? Oui, Aloïs pour l'aîné, Isée la deuxième et Théophane le dernier. Et Théophane le dernier, d'accord. Et donc en 2015, tu rencontres ta conjointe actuelle qui s'appelle Solène. En 2016. En 2016, pardon, excuse-moi, oui. Donc à ce moment-là, on va juste faire le point sur l'âge de tes enfants.
Ils avaient quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, ils avaient 2016, donc ils avaient 8 ans, 7 ans et puis 1 an. D'accord, ok. Oui, évidemment, le dernier, on avait retenu du coup l'âge. Ok, 8 ans, 7 ans, 1 an. Ce qui fait que 8 et 7, ils avaient quand même... Vous pouvez déjà bien comprendre ce qui se passait. Moi, 1 an, je pense que voilà, Théophane, c'était pas encore le nœud du problème, on va dire. Et donc, du coup, tu rencontres Solène en 2015, donc suite à un changement de vie professionnelle, c'est ça? Non, je rencontre Solène dans le cadre de ma vie professionnelle. Solène a 15 ans de moins. Ouais. On se joue beaucoup de choses à ce moment-là, puisque il s'agit de tomber amoureuse d'une femme. Déjà. Question que je m'étais pas vraiment posée. En tout cas, j'ai pas le souvenir de me l'être posée directement, peut-être indirectement, mais j'ai pas vraiment cette conscience-là. Ah oui, donc ça t'est tombé dessus. Ouais, ça m'est un peu tombé dessus dans les années 80-90. Le sujet était peut-être moins, je sais pas. En tout cas, je pense que je m'étais pas posé cette question-là, et donc ça me tombe dessus. Me tombe dessus aussi l'écart d'âge. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ça avec ce que j'ai déjà construit, et dans quoi j'embarque un peu tout le monde, en fait. C'est vraiment les questions qui me viennent et qui me retiennent pendant. Alors, ça paraît si court là, si je dis pendant quelques mois, et en même temps, sur le moment, c'était. Ah non, sur le moment, c'est très long. Très très long. Voilà, c'est vraiment terriblement long. Tu m'étonnes. Surtout que là, tu avais à répondre à beaucoup de questions, En plus de ça, enfin, je sais pas comment ça allait dans ton couple à ce moment-là, mais ça répondait peut-être même pas à une problématique de couple qui n'allait pas dans ton ancien couple. Oui, tout à fait. Dans mon ancien couple, je dirais que la vie était une espèce de long fleuve tranquille. J'avais des tas de projets professionnels, je faisais beaucoup de sport, j'avais monté une association de quartier. Bref, en fait, j'avais une vie qui était complètement saturée de tout. Même Théophane, le petit dernier qui venait d'arriver, et les 2 grands. Donc quelque part, j'avais un peu saturé ma vie, mais dans tout ça, le couple allait, quoi. Enfin, je dirais, il vivait tranquille. D'accord. Et alors, votre histoire avec Solène, elle se construit comment? Alors, l'histoire avec Solène, je la connaissais déjà, puisqu'on avait déjà créé des événements ensemble et eu des activités professionnelles ensemble. Mais c'est une forme de déclic, je sais pas, un jour comme ça, on se lève et on se prend une pomme sur la tête. Et donc, c'est un démarrage de discussion, d'échange, de partage sur plein de choses. Elle, beaucoup de questions qui moi, me poussent obligatoirement à m'interroger, à questionner ma façon de vivre, à questionner beaucoup de choses. Puis, c'est une forme d'évidence, quoi. C'est pas juste une discussion entre 2 femmes, c'est autre chose qui se joue, c'est quelque chose c'est le début d'une histoire, je sais pas, une rencontre d'âme sœur, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'était quelque chose qui allait vraiment au plus profond, et comme je disais tout à l'heure, un point de non-retour total, quoi. Ouais, et pour toi, c'était une évidence, ou ça t'a quand même conduit, enfin, t'as dû te demander si c'était... Alors, évidemment, c'est beaucoup plus vulgarisé actuellement, donc les couples homosexuels, on les connaît, on les entend, on en a vu, voilà. Mais c'était peut-être quand même pas évident pour toi de faire la démarche de te dire que t'allais basculer. C'était clairement pas évident. Beaucoup de choses se sont jouées, puisque déjà dans mon environnement professionnel, la Manif pour tous avait eu un impact important, beaucoup de discussions, de clivages. Et pour moi, cette question-là, sur laquelle, en fait, j'avoue ne jamais vraiment m'être trop intéressée, puisque j'étais pas concernée, je me sentais pas concernée, et pour le coup, je voyais pas de problème, moi, à ce mariage-là. Enfin, c'était une espèce de non-sujet pour moi. Et là, quand ça m'est tombé dessus, c'est sûr que se pose plein de questions. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire que moi j'aime les femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi radical que ça, ou est-ce que c'est une passade? Est-ce que c'est lié à cette rencontre uniquement avec Solène? Est-ce que c'est autre chose? Et qu'est-ce que je dois faire de ça? Et comment je peux le vivre si c'est ça? Comment je peux le vivre alors que j'ai déjà construit une famille, et que cette famille, elle est construite avec un homme, il y a 3 enfants. Donc je peux pas faire autant de mal à tous ces gens-là, les embarquer dans cette histoire, ça les regarde pas, et j'avais terriblement peur de faire du mal. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que c'est la difficulté, parce que là, t'embarquais effectivement 4 personnes, donc ton conjoint, ex-conjoint et tes enfants, et on se pose toujours la question de savoir... Enfin voilà, tu peux pas tout bousculer pour une passade. Sauf que c'était plus fort qu'une passade, en fait. Déjà, t'as mis le doigt dessus. C'était viscéral, hein, c'était... voilà, ça dépasse. Ouais, c'est hors de c'est hors de tout entendement, quoi.
Et pendant ces mois-là, donc tu dois répondre à la question de, déjà, bon voilà, est-ce que c'est une passade? Est-ce que ce n'est que Solène? Et si c'est Solène, est-ce que c'est viable? Et je suppose que tu dois répondre à la question aussi de comment j'en parle à mon conjoint, comment j'en parle à mes enfants, comment j'en parle à mon entourage et comment ça va être perçu. Oui, c'est toutes ces questions, et puis c'est la question professionnelle aussi, parce que à partir du moment où je faisais le choix de vivre ce que j'avais à vivre, il fallait aussi que je quitte ton milieu. mon milieu. Oui, parce que tu faisais ces sessions là. Parce que je faisais ces sessions, et puis parce que en fait c'était clairement pas possible. Donc c'était tout ça qui se posait comme question, et en même temps j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a des enfants, je crois que en fait tout doit être le plus aligné possible. Oui. Parce que les enfants ils voient, ils savent, ils sentent, et donc à partir de ce moment-là, il y a peu de possibilités en fait de laisser planer quelque chose, de laisser voilà, moi j'avais ce besoin aussi de voir Solène, d'être avec Solène, c'était voilà, c'est le début aussi d'une histoire. Et en même temps il faut être présent pour les enfants, donc finalement tout s'est fait très très vite. Oui, c'est pas facile de construire quelque chose alors qu'on a une vie à côté. Ouais, voilà. Donc tout s'est fait assez vite, et je dirais que l'enjeu que j'ai rencontré le plus important dans ce moment-là, c'est de me sentir terriblement seule, que Solène se sentait aussi très seule, puisque pendant quelques mois on ne pouvait pas en parler, et que quand on a commencé à en parler et que ça a commencé à se savoir, en plus on a eu un certain nombre de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, un peu sur la place publique, qui nous ont terriblement fragilisés. Déjà un état des lieux qu'on peut définir comme chaotique et très incertain. Ce qui n'aide pas du tout à se positionner, à se décider sereinement. À quel moment tu as abordé le sujet avec ton conjoint ? Je l'ai abordé au bout de quelques mois, et en fait pour moi c'était... Je peux pas tellement dire que c'était pas vraiment une discussion en fait, puisque c'était... en fait je lui parlais de ma vérité, je lui parlais de mon chemin, je lui parlais de moi, et en parlant de ça, en fait, il y avait plus d'espace pour lui en tant que mari, que conjoint. Il y a bien sûr un espace en tant que père, mais c'était finalement le seul sujet qu'on pouvait voilà, où il y avait encore cet espace-là, et donc ça a été terrible, parce que c'est une information qu'on passe. Oui, complètement. Après, on discute sur comment on peut faire, comment faire au mieux, mais c'est un tsunami en fait. On vient avec un tsunami pour l'autre personne. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on est dans un chemin où à chaque fois, on voit que l'élan vital, il est là, il est d'avancer, il est d'y aller, il est de le vivre. Et en même temps, à chaque fois qu'on fait un pas, en fait, on a à la fois peur et on sait qu'on fait du mal. Oui, complètement. C'est vrai que ça, c'est vraiment la grosse difficulté, c'est quand tu dois embarquer. Enfin voilà, t'es plus toute seule, quoi. Et voilà. Et cette solitude, elle est... donc on n'est plus tout seul parce qu'on embarque tout le monde, et en même temps, on est terriblement seul. Parce qu'en fait, il faut expliquer tout à tout le monde. Et puis c'est comme si, en tout cas dans mon histoire, c'est comme si en fait on s'était menti à soi-même, et puis quelque part on avait menti aux autres. Menti à son ex-mari, menti à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, voilà. Et c'était pas un mensonge, c'est juste une construction, c'est juste un chemin. Mais il y a cette question en fait qu'on ressent quand on parle de ça. Il y a cette question qu'on ressent, mais en fait t'es qui vraiment ? T'étais qui pendant toutes ces années ? Finalement, de reconstruire ton identité. Ouais, complètement. Et en fait, d'essayer un peu de passer au filtre sa vie, ses choix, déconstruire, comprendre, voir là où peut-être certains choix ont été faits au travers de croyances, de peurs, d'injonctions aussi. Et voilà, mais c'est beaucoup de chemin, beaucoup de travail, beaucoup même de questionnements aussi sur ok, mais je fais ça, mais pour quel futur ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais vraiment proposer à cette femme que j'aime, qui a 15 ans de moins, 3 enfants, qu'est-ce que je lui propose en fait ? Qu'est-ce que je suis en train de détruire ? Et qu'est-ce que je lui propose ? Et moi j'étais au milieu de ça, et je me disais mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis pas en train de faire la crise de la quarantaine à 35 ans ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle t'a rassurée par rapport à ça ? Elle avait conscience de tout ça ? Évidemment, je suppose. Comment elle s'est positionnée ? Bien sûr qu'elle avait conscience de tout ça, et en même temps, est-ce qu'on avait totalement conscience ? Je sais pas, mais oui, je crois que oui. Je crois qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à discuter, à comprendre à essayer de comprendre ce qui se passait, à mettre des mots dessus, à essayer de comprendre aussi ce qu'elle voulait, moi, ce dont je rêvais, faire un peu un chemin très rapide quand même pour essayer de voir s'il y avait une histoire commune, quoi. C'était et pas de l'écrire, mais de commencer à la dessiner quand même un petit peu, et de la partager.
Donc oui, on savait. Puis après, c'était un peu pas par pas. Mais quand je dis pas par pas, c'est vraiment jour après jour. Chaque jour, c'était un nouveau flot de il faut que je le dise maintenant à un tel, et puis maintenant il faut que je fasse ça, et puis maintenant il faut que je trouve un nouveau boulot, il faut que je crée mon nouveau boulot. Mais... Oui, parce que tu avais ça à gérer aussi. Ouais, donc tout en fait. C'est clair. C'est clair que t'as explosé ta vie en fait. Ouais, c'est un petit peu comme si tu veux, c'est un petit peu comme si jusqu'à 35 ans, j'étais rentrée dans un chemin, voilà, fait de bien balisé. Je dirais même presque, plus j'avançais, plus il était balisé, sécurisé dans la norme, en fait. Il fallait que j'aille le tester jusqu'au bout, ça, pour vraiment tout faire exploser. Tout faire exploser en même temps, et du coup, tout déconstruire. Après, aujourd'hui, je le dis avec le sourire et pleine d'énergie, parce que c'est vraiment un moment, et ces années ont été constitutives pour moi, et un tremplin énorme pour être aujourd'hui ce que je suis, et aimer ma vie telle qu'elle est. Et donc je le prends vraiment comme beaucoup de positif après tout ce chemin un petit peu chaotique. chaotique. Mais c'est vrai qu'en fait, tu parles de chemin, mais tu as fait le chemin que les personnes qui découvrent leur homosexualité à l'adolescence en même temps que leur sexualité ont finalement fait à ce moment-là. Sauf que justement, à l'adolescence, on a quelque part que ça à gérer. On n'a personne avec nous embarqué, on n'a pas de boulot, en tout cas, on n'a pas un métier qui peut être dépendant de finalement de notre sexualité, ce qui devrait pas être le cas, hein, mais bon, il s'avère que c'est encore trop souvent le cas. Donc c'est déjà pas simple à ce moment-là. Donc j'imagine bien qu'au milieu d'une vie toute tracée, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et puis en plus, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve face aux inquiétudes et aux peurs de tout le monde. C'est ça. Et on se dit, pour être une bonne mère, il faut en faire 2 fois, 3 fois plus. Déjà, je pense être parent, c'est tellement compliqué. On n'a pas de mode d'emploi au démarrage. Mais là, en fait, tout est encore plus incertain. Pas de mode d'emploi et beaucoup d'injonctions de la société. Et clairement, on rentre pas trop dans les normes avec nos familles. C'est ça. Et en fait, qui est le plus étrange dans tout ça, c'est que à un moment où on aurait besoin d'être en confiance, il faut donc gérer son insécurité, gérer celle des autres. Et du coup, gérer l'insécurité des autres, c'est plus facile à faire quand on est ok, quand on est bien avec, quand on a mis des mots sur ce qui se passait. Mais comme moi, tout est allé très vite, j'ai pas eu le temps en fait de ça. J'ai pas eu le temps de me dire ok, voilà. J'aime les femmes, mais probablement j'aime les femmes. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et puis maintenant, peut-être que c'est le moment de le dire. Mais je vais le dire. Alors, je vais le dire à qui d'abord? Comment je vais le dire? Non, moi, tout ça s'est fait en 1 mois, en 2 mois. Ouais. Donc, pas digéré. Et quand c'est pas digéré, forcément, c'est pas les bons mots. C'est pas. Moi, j'ai annoncé ça. J'étais en pleurs. J'étais hyper heureuse, mais j'étais en pleurs. Oui, t'étais à vif. J'étais à vif. J'étais dans cette déconstruction. Et je pense que si maintenant quand j'en parle maintenant, je suis à l'aise avec ça. Parce que j'en parle de mon élan d'amour, de joie, alors qu'à l'époque j'en parlais de mes peurs et de mon insécurité. Oui, c'est vrai que tu le dis, ça a été vite. En même temps, en amour, on contrôle rien. On contrôle certainement pas, en tout cas, la rapidité d'exécution, on va dire, du morceau. Aujourd'hui, t'es sereine par rapport à tout ça. Je suppose que la phase d'annonce à tes proches n'a pas été simple. Comment eux, ils ont perçu ça avec le recul maintenant que tu as, toi, de votre situation? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, alors, je crois qu'il y a différentes catégories. Il y a déjà mes enfants qui, eux, ont pas complètement compris. Eux, je crois que l'enjeu premier, c'était pas ça, c'était la séparation. Ouais. Hein, le divorce. La question de l'homosexualité est arrivée... je pense un peu après, enfin c'est même pas je pense, c'est après aussi au travers de l'école, des remarques qui ont pu arriver. Pour la famille, mes parents et mes frères et sœurs et leurs enfants qui ont l'âge de Solène pour les plus grands. Là pour le coup c'était je dirais plus beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Et puis après, pour l'entourage plus social, pour le coup, c'est un vrai clivage. Certains, mais qui sont probablement plus liés à un divorce. Donc moi, je peux difficilement faire cette part entre qu'est-ce qui est lié au divorce, qu'est-ce qui est lié au fait que je sois partie avec une femme. Ça, c'est assez subtil. Mais ce que je vois aussi, c'est que après, dans notre environnement, quand pour moi, ça a été plus facile aussi à vivre, plus c'était facile à vivre pour moi, plus c'était facile à vivre pour mon entourage. Oui. Et c'est ça la clé, en fait. Oui, c'est ça. Ta sérénité, en général, induit celle des autres. Exactement. Après, c'est clair que je pense que tu es passé par de nombreux jugements. Et alors, pour le coup, oui, effectivement, tu partais tout court, pour quelqu'un, en plus. Finalement, une femme, donc 3e biais, et 4e biais, l'âge de cette femme. Clairement, je pense que tu as dû en baver des ronds de chapeau. Un paquet de chapeaux, ouais. Ouais. Et en même temps, je crois que c'est ce que j'avais à vivre.
ça m'a permis de me rendre compte que finalement, déjà, tout est possible s'il y a de la confiance, et puis de se relier aux alliés, à ceux qui sont là pour nous aider, qui nous envoient de l'énergie positive pour avancer. Oui, complètement. Et tu vois, même dans le collectif qui est finalement plutôt récent, encore ces derniers temps, il y avait quelques sujets qui se jouaient, et notamment la question de est-ce que j'assume totalement de prendre la parole sur ce sujet-là, est-ce que j'assume totalement de raconter ma vie et de l'exposer et de le rendre visible pour faire avancer la société, ou est-ce que j'essaye de le garder encore un peu pour moi parce que j'ai des enjeux financiers, parce que je suis en train de créer ma boîte, et du coup, est-ce que je suis complètement alignée avec ça en fait? Et de pouvoir le déposer au sein du collectif, de l'équipe avec laquelle on travaille depuis quelques temps maintenant, qui est devenu un espace d'amitié, juste de le déposer en fait, sans attendre de réponse, de retour, de conseils, juste de le déposer en fait, c'est tellement énorme. Oui, c'est clair que ça permet déjà de marquer, en tout cas, de dégager de ce qui peut te poser problème. Ouais, voilà, exactement. Et de prendre de la hauteur. Donc ça y est, je crois que je suis, je peux pas dire j'ai tourné la page, mais cette phase-là, un peu de déconstruction, de difficulté et tout, je crois que ça y est. Maintenant, j'en ai vraiment fait une force pour. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Je crois qu'en fait, c'est ça. C'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'on va s'exposer. Moi-même, avec le podcast, finalement, je m'expose et sans le vouloir, ou plus ou moins sans le vouloir, j'impose cette exposition à ma famille. Mais on peut pas faire avancer et visibiliser nos familles sans nous visibiliser nous. Enfin, c'est vraiment cet enjeu-là de travailler sur cette ambivalence. Et je pense que quand on arrive à il faut que même dans nos vies pro, finalement notre engagement il devienne une force. Ouais, exactement. Et c'est le cas en fait. Et d'ailleurs c'est le cas à la fois dans la vie pro et puis dans la vie personnelle, parce que quand je vois les enfants, autant avant c'était un sujet qu'ils souhaitaient pas vraiment aborder. Ils en parlaient vraiment qu'à leurs très très bons amis. Et maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Ils sont capables de prendre la parole sur le sujet. Et ça se joue sur ce sujet-là, mais ça se joue aussi sur plein d'autres sujets. En fait, c'est vraiment la question de la différence ou de la singularité. Et finalement, comme on est tous singuliers, ça revient sans cesse. Comment est-ce que je mets des mots doux? Comment est-ce que je me relie plutôt que j'assène cette singularité? Qu'est-ce que j'en fais pour après? En fait, c'est presque un bel outil d'éducation. Oui, finalement. À la fois pour soi, pour prendre la parole et dire qui on est, l'affirmer, et en même temps pour comprendre l'autre et donc l'altérité. Et c'est là où tu te rends compte que les enfants ont une force dingue, qui est justement de transformer et d'arriver à transformer leurs difficultés en force. Tu te rends compte que toi, tes enfants, ils ont mis le temps, évidemment, que ça n'a pas été simple, il faut aussi qu'ils maturent. Alors déjà cette idée-là, mais surtout qu'ils maturent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas fini de grandir, ils n'ont pas fini d'avancer, ils n'ont pas fini de se positionner, ils n'ont même pas fini de se poser. Je pense qu'ils n'ont même pas commencé à se poser des questions, ne serait-ce que sur leur sexualité ou sur celle de leur maman. Et pour autant, tu vois, ils en font leur combat à eux aussi. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est encourageant et rassurant, parce que finalement, si tu regardes en arrière, tu te serais peut-être pas imaginé que t'en arriverais là. Oui, c'est sûr. En fait, ça impose un vrai regard différent sur la société, d'une manière générale en fait. Là où je te disais tout à l'heure, pour moi c'était un non-sujet, du coup c'était pas mon cheval de bataille, j'en avais d'autres, c'était un non-sujet. En fait, il y a rien qui est un non-sujet. Oui. Après, on peut prendre la parole, ne pas prendre la parole, s'associer à des engagements ou pas, mais en fait, il y a rien sur la question des minorités ou de l'invisibilisation ou n'importe quoi. Il y a pas de non-sujet. Et je vois que c'est quand on discute avec les enfants qui commencent à grandir, finalement, il y a des débats, il y a des discussions, on interroge, on essaie de se mettre à la place de l'autre. Ça apporte une richesse dans l'éducation qui est intéressante. Ouais, complètement. Après, tu le disais tout à l'heure, tu étais déjà à l'époque engagée, tu as monté une association, alors qui n'avait très certainement rien à voir avec ta sexualité d'aujourd'hui et la famille que tu as aujourd'hui. Mais clairement, tu te battais déjà pour des causes et finalement, je pense que ça t'a porté aussi. Ah oui, complètement. Moi, je pense que je suis en fait une utopiste née. Et donc, je l'ai porté sur différents sujets. Et pour moi, ce sujet-là, que du coup j'ai vécu directement, c'est presque un joli prétexte maintenant pour parler de la singularité et d'essayer de faire en sorte de se relier le plus possible à cette singularité pour faire avancer à notre échelle un peu les choses. Pour en revenir à tes enfants, donc là, aujourd'hui, ça fait 4 ans que tu es avec Solène, donc ça fait, eux, ils ont 12, 11 et 5 ans, c'est ça? Ouais. Si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, dans le calcul. Comment se sont passées ces 4 dernières années?
Avec le recul maintenant, comment tu peux nous raconter ces 4 dernières années? Alors, je crois qu'on peut les découper en trois cycles. Un premier cycle qui est vraiment le chaos et la survie, un peu. Donc, une espèce de lutte. Voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup dans l'effort. Je dirais que ça a vraiment duré 1 an et demi, 2 ans. Après, il y a eu un temps un peu plus pour comprendre, prendre de la hauteur, essayer de discerner aussi, de mettre des mots, et puis de revenir sur, de comprendre en fait les colères qui se sont un peu construites et qui sont venues là gangréner un peu l'intérieur. Essayer de les comprendre, de prendre la parole avec les gens avec qui il y a pu avoir des incompréhensions, pour apaiser. Et puis pour Solène et moi aussi, pour apprendre à vivre chacune avec nos enjeux dans notre quotidien, trouver l'espace pour chacune, trouver l'espace pour les enfants, l'espace pour chacune avec les enfants, et notre espace à nous tous. Ça fait beaucoup d'espace. C'est vraiment ça en fait, hein, c'est essayer de faire rentrer tout ça dans un cercle. Qu'on a un peu fait grossir le cercle en fait pour que tout rentre et que chacun puisse bien bouger dedans. Et puis voilà, forcément du coup des moments de crise aussi. Oui. Crise avec les enfants, des moments de crise avec Solène, parce qu'il faut revenir dessus, comprendre, déconstruire. Et puis là, un moment où on est plus, je crois qu'on est dans une étape maintenant de plus de sérénité et de construction. Je crois qu'on se connaît bien maintenant tous. Et donc, on connaît nos forces et puis nos petits enjeux personnels pour arriver à faire avec. Donc, on a recomposé, en fait, une famille, un foyer, quoi. Vous habitez ensemble depuis le départ avec Solène? Ouais, pratiquement. D'accord, ok, oui. Donc, ce qui t'a imposé, effectivement, tes enfants sont venus vivre chez vous, finalement. Donc, alors, c'était chez moi, mais Solène était venue vivre au début. Puis après, on a déménagé pour avoir un chez nous, justement. Mais oui, assez rapidement, on a vécu ensemble, et puis on a essayé de tester des modalités diverses. On s'est même questionné sur est-ce qu'il faudrait pas qu'on ait 2 appartements. Enfin, on a vraiment, on a tout imaginé pour que ça fonctionne, quoi, parce qu'on a besoin que ça fonctionne. C'est comme ça. C'est sûr. Mais en fait, du coup, en déconstruisant et en questionnant tout ça, on se rend compte que, en fait, ça peut rentrer. Ça peut rentrer. Il faut juste que chacun ouvre un peu son cercle et puis soit indulgent. Et ça, je pense que c'est le lot des familles, de toutes les familles recomposées. Oui, complètement. Mais c'est vrai que quand on t'entend en discuter, bon, évidemment, tu le dis toi-même, hein, vous êtes dans une phase qui est beaucoup plus sereine. Donc, on sent ta sérénité, on sent la prise de hauteur, on sent l'analyse. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu as une capacité d'analyse de tout ce qui a pu se passer qui est très présente. Mais je suppose que quand tu es dedans, sur le moment, et je pense que ça peut être rassurant pour les gens qui sont dedans en ce moment, tu es complètement désemparé. Ah ouais, non. Oui, c'est vraiment, tu sais, quand tu me dis ça, je ressens, en fait, mon corps qui se contracte. Ouais. C'est une forme de contraction du temps, de contraction des émotions qui sont liées à la colère, la peur. Et donc, quand ça se fait au travers de ça, forcément, c'est pas les bons mots, forcément, c'est pas les bons regards, forcément. Et donc, en fait, c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Et il suffit pas grand chose, en fait. Il suffit du temps. Donc ça, malheureusement, on n'a pas la maîtrise dessus. Et il suffit de quelques alliés qui te font basculer dans le cercle vertueux, pour le coup. Tiens, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler de ça dans une zone où mon corps, pour le coup, est relâché. Et donc, je suis dans l'amour et plus dans la peur. Puis après, c'est une deuxième personne, une troisième personne, puis c'est un petit signe. Et ça se détend. Ouais. Et est-ce que le papa de tes enfants, alors évidemment lui il a fallu qu'il avale la pilule certes, mais comment il t'a accompagné et est-ce qu'il t'a accompagné en fait auprès de vos enfants dans cette transition? Alors c'est toujours difficile de répondre pour quelqu'un. Après c'est une question de perception. Enfin tu vois l'idée c'est surtout que de comprendre si parce que ça, dans certaines séparations quand ça se passe mal, t'as en plus à gérer l'ex-conjoint qui dénigre. Qui n'accompagne pas, enfin voilà, c'était surtout ça le sens de ma question. Oui, ce qui se jouait pour nous, c'était à la fois la rapidité de tout ça, encore une fois, oui, que ce soit une femme, et puis l'écart d'âge. Donc, quelle est la part de tout ça, c'est compliqué à dire. Après, je pense que ça a créé beaucoup de doutes et d'incompréhension chez lui. C'était peut-être pas forcément simple de mettre des mots alors que lui était dans des moments pas très compliqués pour à vivre. On a
beaucoup parlé, surtout ces derniers mois. On s'est beaucoup plus dit les choses. Encore une fois, moins sous la colère, mais plus sur ok, on essaie de construire ensemble. Mais globalement, quand même, tout s'est fait pour que ça soit le plus simple possible avec les enfants. Et on a cette volonté vraiment commune de les faire avancer et cheminer avec nous dans un contexte le plus positif. Et je pense que c'est quand même ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui se passe de mieux en mieux. On peut pas dire que c'était toujours très simple. Oui, et c'est normal, c'est complètement cohérent. Donc je peux pas parler pour lui et puis pour Solène non plus. Ou voilà, il y a des choses quand même qui ont pu être dites ou relayées, qui blessent, qui sont blessantes, qui sont peut-être pas dites pour ça, mais c'est une forme de réalité. Après, pour autant, lui n'a jamais mis cette question de l'homosexualité au cœur du problème. Là où parfois j'entends encore là cette semaine quelqu'un qui avait besoin de partager avec moi sur son parcours, là où elle en est en ce moment, elle est vraiment dans cette zone contractée et me dit mais moi il est en train de me dire que peut-être il va récupérer les enfants parce que j'aime une femme et voilà, alors qu'elle sait qu'en fait c'est pas vraiment possible ou vraiment il faut qu'il y ait des soucis importants, sinon c'est pas le cas, mais elle est tellement dans la peur. Oui, que... puis, quand t'as le nez dedans, je pense que la rationalité, tu la perds. Ouais, complètement. Après, ce que je voulais surtout, enfin, ce sur quoi je voulais surtout axer, c'était le fait que, voilà, vous en êtes à 4 ans de séparation. Oui, il y a eu des hauts, oui, il y a eu des bas, il y a eu des moments très difficiles, mais la communication, elle n'a pas été rompue, elle est là, vous allez dans le sens de vos enfants, et finalement, ça se fait. Oui, complètement. Et puis, du coup, les enfants, ils sont aussi forts de ça, hein. C'est-à-dire que, voilà, ils ont ces deux vies-là, c'est intéressant pour eux à vivre. Oui, c'est clair, c'est très enrichissant, je pense. Et puis ça va leur ouvrir, enfin, ils vont avoir une ouverture d'esprit, vos enfants. Enfin, c'est clairement quand je vois la façon dont tu les accompagnes dans l'ensemble de leurs émotions, c'est génial. On essaye. Oui, après, évidemment, on a tous aussi nos hauts et nos bas, mais. C'est aussi beaucoup Solène qui m'aide dans le quotidien à parler de ça, à prendre la parole là-dessus, à réfléchir avec eux là-dessus. Solène a vraiment une part très très importante dans notre foyer. Elle a vraiment pris part au foyer très vite. Oui, voilà, justement, j'allais rebondir là-dessus et j'allais te demander du coup, Solène, aujourd'hui, comment elle se positionne dans votre famille? Est-ce qu'elle s'est complètement intégrée? Est-ce qu'elle a été complètement intégrée par les enfants aussi? Est-ce que c'est un deuxième parent à part, enfin, pas un deuxième en l'occurrence, mais bon, un beau-parent à part entière? Ouais. Alors c'est une question intéressante parce que finalement la création du collectif nous a vraiment invités à réfléchir à ça aussi toutes les deux. Bah t'étais là quand on a parlé du nom qu'on allait choisir, tribu, famille ou autre. Et c'est vrai qu'instinctivement j'aurais plutôt moi parlé de tribu au démarrage quand on a lancé le collectif. Et puis finalement, le chemin qu'on a fait avec le collectif nous a amené vraiment à nous dire et à observer ce qu'on faisait dans notre quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment une famille recomposée. Le terme beaux-parents, oui, pourquoi pas. En tout cas, elle est là quotidiennement avec nous. Elle joue avec eux, elle lit des livres, elle fait. Enfin, je dirais, c'est vraiment dans notre quotidien et je pense à peu près équivalent à toutes les familles recomposées. Voilà, une semaine sur deux, on a une espèce de flot d'enfants qui arrivent. un calme paisible. Et après, les tâches sont réparties, équilibrées, en partant à la fois des envies de chacune et puis des besoins aussi du foyer et du fonctionnement, quoi. Alors, je vais rentrer un peu plus du coup dans votre projet de vie à vous deux. Dans les familles recomposées, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enfant qui arrive, qui fait le trait d'union entre les deux familles, finalement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté? Est-ce que la parentalité au sein de votre couple à vous s'est imposée un moment ou pas? Où vous en êtes? Je sens que je mets le doigt sur la question que je redoutais. Pardon. Oui, bien sûr, on en a parlé depuis le début, on en parle. D'accord. Depuis le début, ça fait aussi partie de nos peurs, pour le coup. De moi pas pouvoir, pas avoir envie et plus avoir envie de me relancer dans cette aventure à la fois si belle et puis si contraignante quand même. Exactement. T'es pas au même stade de vie que Solène, c'est clair.
Ouais, enfin, en fait, intellectuellement, j'en suis au même stade. C'est une question, mais malheureusement, l'âge, en effet, on n'a pas le même âge. Donc oui, bien sûr, en fait, donc voilà, depuis le début, on se la pose cette question. Ça a été un vrai sujet, beaucoup de discussions, parfois des incompréhensions. Pour le coup, et on continue d'en parler. Pour le coup, je peux pas te dire, je peux pas te dire en fait, parce que moi, j'en suis là. Je dirais 3 enfants, un projet professionnel à continuer à développer. C'est pas le moment, pour Solène d'ailleurs non plus. Je peux pas te dire dans 5 ans, est-ce que j'aurais tout lâché et que oui, pourquoi pas un enfant ou pas en fait. Je dirais qu'instinctivement, là j'ai besoin de me reposer. Je comprends. Mais je sais pas, parce qu'en même temps c'est sûr que y a une forme de frustration quand on voit les gens notamment du collectif avec tous les enfants, leur joie de vivre et ce lien qui est fait par les enfants, c'est aussi vraiment beau à voir, quoi. Donc c'est en suspens. C'est en suspens. Après, c'est clair que de toute manière, en général, enfin voilà, il faut surtout se dire qu'il n'y a aucune obligation en quoi que ce soit. C'est clair que l'envie, je la comprends. Après, c'est pas forcément évident de mettre en place l'arrivée d'un 4e pour toi, pour le coup, dans une famille qui est déjà bien construite, dans une vie que tu as déjà fait exploser une première fois. Je pense que voilà, un enfant, ça a quand même des enjeux qui sont enfin, ça te pousse dans ton histoire de couple, et tu le sais, hein, ça te pousse dans des retranchements qui sont assez loin, on va dire, assez profonds. C'est clair que je pense que bon, je comprends ta position de te dire que tu sais pas, mais que peut-être que ça arrivera et peut-être pas. Ouais, parce que c'est terrible aussi de se dire que si ça n'arrive pas, et que si ça n'arrive pas parce que moi je peux plus, c'est pour le coup c'est ça, tu vois, j'ai pas encore fait le chemin de pouvoir m'autoriser ça, quoi. Enfin, ouais, je comprends. Donc voilà, et puis t'imagines si c'est comme toi et qu'il y en a 3 qui arrivent d'un coup. Ouais, ça fera une vraie tribu. Non, c'est clair que c'est vrai que ça risque à mesurer aussi. Après, je pense que la difficulté pour toi là actuellement, c'est que si tu restes sur l'idée de ne pas avoir de 4e enfant pour ta part, je pense que tu vas devoir gérer peut-être aussi le regret de ton côté, et puis peut-être le regret de Solène, et enfin voilà, il y a une 2e personne à prendre en compte. Ah bah c'est ça, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est d'imaginer ça. C'est très complexe. Donc après, j'ai envie de dire, en fait, on voit bien au bout de 4 ans que en fait ça sert à rien de faire des plans sur la comète. On en a fait tellement au début en se disant mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bon choix, est-ce que qu'après bon bah voilà, on est dans l'aventure, et souvent quand cette question elle revient, ce qu'on se dit c'est attends, on va la laisser de côté, on va vivre ce qu'on a à vivre, et puis le moment où il faudra qu'elle revienne, si elle doit revenir, elle reviendra, mais step by step, parce que voilà, puis on sait pas de quoi l'avenir est fait. Là, on a besoin de calme, de se recentrer, de développer nos projets. On a toujours beaucoup travaillé ensemble. C'est ce qu'on fait encore en ce moment. On verra. Mais vraiment, on essaie de ralentir et de pas se projeter, parce que sinon c'est là qu'on crée les tensions, là où il n'y a pas à voir, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que souvent quand on se projette, il arrive qu'on se projette pas tout à fait de la même façon, et que ça crée vraiment des tensions. Donc si je résume bien, aujourd'hui vous êtes, clairement, je pense qu'on peut dire que vous sortez d'un ouragan. Donc vous arrivez à commencer à profiter. Ce serait à refaire? Ah bah 300%. Bon, je m'attendais pas à une autre réponse, je t'avoue. 300%. Je le ferais différemment, par contre. Ouais, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu as des tips à donner à des personnes qui se retrouvent effectivement, comme tu peux déjà en croiser dans l'œil du cyclone? Le premier tip, c'est trouver 2-3 personnes qui l'ont vécu et faire un espèce de coaching amiable. Voilà, de pouvoir en discuter, de pouvoir déposer ça, de prendre le temps. Alors de toute façon, on est dans l'urgence dans ces cas-là, mais prendre le temps et bien comprendre en fait ce qui se passe en nous, et faire la part entre ce qui se passe en nous, et vraiment dissocier ces peurs, ces craintes qu'on a en soi, et pas faire de suppositions sur ce que les autres pensent. Et je pense que c'est aussi là que j'ai fait des erreurs, c'est que j'ai probablement aussi fait des suppositions sur ce que des gens pouvaient penser, alors qu'en fait peut-être qu'ils le pensaient tout simplement pas, ou alors qu'ils avaient juste peur pour moi, en fait.
ça crée en fait une espèce de distorsion là où en fait il y a une volonté de lien et d'apaisement, mais je crois que c'est vraiment la première question. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est un biais qui est humain. Hein. Enfin, soyons clairs. C'est clair. Tu peux pas t'empêcher de penser à quoi pense l'autre. C'est pas possible. Il y a quelques petites lectures qui aident, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que quelqu'un d'extérieur et à qui on peut juste partager ce qui se passe sans forcément avoir de conseils, mais juste déposer. Je pense que c'est énorme. C'est aussi pour ça qu'on a fait le collectif d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est vrai que voilà, l'idée c'est vraiment de se créer, de trouver un espace où on peut déposer et qui soit neutre, complètement neutre. Exactement. D'autres conseils à donner? D'autres conseils non, juste témoigner sur le fait que quand on est aligné, ce que je suis là aujourd'hui, waouh, c'est. Alors oui, ça coupe probablement certains chemins et certaines opportunités, mais surtout qu'est-ce qui s'ouvre, c'est énorme. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et c'est d'ailleurs pour ça que je souhaitais te recevoir, c'est que votre histoire, elle est enthousiasmante et surtout elle donne de l'espoir. Parce que je sais, déjà de par le collectif, mais aussi de par l'ensemble des comptes que je peux suivre ou des gens que j'ai dans mon entourage, que t'es pas toute seule à être passée par là et que tu seras pas la seule et qu'il y en aura d'autres et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se freinent, qui s'interdisent de vivre cet amour-là parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à gérer ce qui arrive avec. Et l'idée, c'est vraiment de donner cette note d'espoir parce que si ça fonctionne, alors oui, c'est pas simple, mais qu'est-ce qui est simple dans la vie? Est-ce que c'est simple de rester et de s'interdire de vivre cet amour-là pour des raisons qui sont parfois égoïstes certes, mais des raisons qui sont la plupart du temps très altruistes puisque c'est surtout aux autres qu'on pense avant nous. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Ouais, il y a un livre qui parle de la notion de rupture qui est magnifique aussi, de Claire Marin. Qui parle de ces ruptures de vie et je trouve qu'elle met des mots sur en tout cas elle a vraiment mis des mots sur sur comment j'ai ressenti ce moment de rupture dans le mariage, de rupture aussi avec ma vie d'avant, donc avec la personne que je pensais être, c'est la même personne, mais bon, cette rupture avec la famille, c'est à la fois très bien écrit, très accessible et hyper puissant par la justesse des mots. Et ça peut être un petit tips aussi d'aller. Je le mettrai en note de cet épisode et puis je le mettrai aussi en ressources sur mon futur site internet qui devrait arriver. Très bien. Alors, je vais te poser les questions que je pose régulièrement en fin d'épisode. Je vais les tourner un peu autrement parce que ta famille est différente des familles que j'interviewe habituellement. Est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux dans une famille recomposée issue d'une famille, on va dire, classique? À 3000%. Quand les parents sont bien, les enfants sont bien. C'est ça, tellement ça. C'est vrai que ce sont des éponges et que finalement ils s'adaptent. Ils sont bien avec nous, donc ils se posent. La situation en elle-même, ils finissent par l'accepter sans problème. Bien sûr. Peut-être même mieux que nous, je pense. Bah oui, parce que s'ils ont une résilience qui est plus importante, c'est ça qui est beau. Donc il faut leur faire confiance aussi, en fait. C'est ça. D'ailleurs, on parlait d'alliés tout à l'heure, mais quelque part, ce sont nos premiers alliés, en fait. Oui. Quand on parle de ça, quand on se met on les hisse à notre hauteur et on se met à leur hauteur, on fait chacun un pas, finalement, ils sont très très aidants, les enfants. Ils sont très aidants et clairement, et ça je le répète régulièrement, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui véhiculent leur bien-être, finalement. Et je vais te poser la dernière question que je pose en fin d'épisode habituellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Solène et à toi pour la suite? De la sérénité, de la confiance, toujours plus d'alliés. Toujours plus d'alliés. Toujours plus d'alliés. C'est une bonne conclusion, particulièrement parce que, en tout cas, je vais rappeler sur cette fin d'épisode ce qu'est un allié. Donc, vous pourrez retrouver cette définition sur le compte du collectif, évidemment. Sur l'enregistrement aussi, l'épisode que j'ai réalisé avec Marion sur le décret du sigle LGBTQIA+. Un allié, c'est une personne qui est aidante, qui est accompagnante, mais qui n'est pas concernée par notre situation. Et aujourd'hui, on a des alliés pour tout type de situation, dans tout type de situation. Une maîtresse d'école qui va parler de nos différents types de familles à ses élèves, c'est une alliée. Un médecin qui va rédiger un témoignage pour l'adoption de nos familles, c'est un allié. Ou qui va même se prononcer en faveur de nos familles, c'est un allié. Et les alliés, il y en a partout. Vous pouvez être allié à votre niveau. Et l'idée, c'est vraiment de nous aider. Ouais. Et de prendre conscience de ce rôle d'allié. Oui, c'est vrai. Je te remercie beaucoup, Marie. Vraiment, c'était très enrichissant,
très agréable aussi. Bon, après, on se connaît, bon, évidemment, comme je l'avais précisé, par le biais du collectif, mais je ne connaissais pas le détail de ton histoire. Et c'est une très belle histoire. Franchement, vous êtes des battantes, quoi. Vous êtes des warriors, j'ai envie de dire. Alors, c'est rassurant parce que je pense que toutes les personnes qui passent par votre situation sont capables de l'être. C'est surtout rassurant parce que vous en êtes sortis et qu'aujourd'hui, votre famille est belle. C'est sûr. Elle est belle, elle est forte et Elle est forte surtout, ouais, c'est clair. C'est ça. Je te remercie, Marie. Je remettrai dans le lien de cet épisode donc les ressources que tu as citées et le compte Instagram du collectif pour que peut-être nos auditeurs puissent venir vers toi en cas de pour ceux qui pourraient rencontrer ce type de situation ou qui souhaiteraient accompagner des gens qui sont dans ces situations-là. Ouais, tout à fait. Super. C'est complet. Je t'en prie. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt. De toutes ces difficultés est née une volonté de ne pas rester seule dans ces moments si intenses qui nécessiteraient une épaule sur laquelle s'épancher, une personne à qui parler, un professionnel à qui demander conseil sur une situation, un avis sur le sujet de la parentalité et beaucoup d'autres sujets qui peuvent se présenter dans de telles situations. Comme une évidence, Marie et Solène ont transformé leur expérience en pensant une fois de plus aux autres, pour que plus personne ne se retrouve démuni face à un tel chamboulement. Elles ont eu l'idée du collectif Famille, elles l'ont présenté, développé avec l'aide d'autres personnes engagées, animées et le font vivre au quotidien. Parce que bien des sujets sont des batailles pour nous et que nous manquons cruellement d'informations, elles ont réussi à réunir de nombreuses personnalités dont l'objectif commun est l'entraide. Nous sommes à la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager. Surtout, n'hésitez pas à le diffuser. S'il peut aider à son tour, ce serait une juste récompense. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'envoyer des étoiles sur votre plateforme d'écoute, je les aime beaucoup par 5, et me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur le site internet du podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, afin de poursuivre la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.